Et j'aimerais bien prendre cette expression consacrée, faire couler beaucoup d'encre et de salive. Parce qu'on parle d'enseignant, enseignant contractuel. L'enseignant, c'est écrire et puis c'est parler. Ouais. Donc, couler beaucoup d'encre et de salive. Monsieur Mvali Condé, qu'est-ce qui se passe encore avec ces enseignants? Que des contractuels? Ça parle beaucoup dans la cité. Bien, et je pense que il serait important de commencer par l'essentiel, par poser la question principale. Aujourd'hui, en Guinée, nous avons combien de contractuels? Oui. Déjà, il y a une polémique sur le nombre officiel de contractuels reconnus par l'État. Oui. J'ai trouvé 23 156 contractuels. Vous pouvez annoncer les actes si vous voulez. Après, on pourra... Oui, je pense que j'ai trouvé l'effectif. Quel est l'effectif aujourd'hui? L'effectif aujourd'hui, c'est 23 156 contractuels. L'effectif qui est revendiqué par les contractuels eux-mêmes, hein? Oui, eux-mêmes. Pourquoi? Parce que quand nous avons par exemple la zone spéciale de Conakry, nous avons environ 3 000 et quelques contractuels. Oui, pour Conakry seulement. Pour Conakry seulement. Et ceux qui ont bénéficié de 2 mois de paye sont au nombre de 18 000 et quelques. Oui. Ça, c'est ceux qui étaient hors de Conakry, qui ont été pris en charge par l'ANAFIC. Par l'ANAFIC. Oui. Et aussi, bon, ceux qui ont été omis, ils sont au nombre de 1200 et quelques. Oui. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons environ 23 000 et quelques contractuels. Donc, le chiffre qu'on doit retenir, c'est 23 000 et quelques. Mais la question qu'on se pose, est-ce qu'il faut engager tous ces contractuels-là à la fonction publique? C'est la question là qu'on se pose. Oui. Mais quand on fait des recherches... Oui. Le ministre, qu'on appelle ça, M. Guillaume Awing a dit la dernière fois qu'il avait un gros besoin. Hein. Il a parlé de 20 000, oui. D'un besoin de 20 000 enseignants. Et 20 000 enseignants. Oui. Mais aujourd'hui, quand on va sur le terrain, on constate que parmi ces contractuels, il y a des retraités, c'est-à-dire que ceux qui sont déjà à la retraite, ils sont allés à l'intérieur du pays, ils sont au village, mais les villageois les ont engagés en tant que contractuels. On appelle ça contractuel communautaire. Hein, non, contractuel communautaire, mais recyclés. C'est qu'ils ont servi la nation, à la retraite, ils sont allés au village par manque mais parfois les contractuels, parce qu'ils sont recrutés par manque d'anciens, les villageois les ont recrutés. Oui. Et ils sont devenus contractuels. Maintenant, et aussi, ils sont sur cette liste. Il y a aussi des gens, n'est-ce pas, qui n'ont pas de diplôme, qui se sont limités en 6e année, ils sont très vieux, qui sont issus du système passé, je vais parler de la révolution, qui sont à l'intérieur du pays, qui sont également sur la liste des contractuels. Il y a aussi, n'est-ce pas, des gens qui ont présenté des faux diplômes, qui sont sur la liste. Donc, certains ont présenté des faux diplômes. Certains ont été recrutés au départ par la communauté, après reversés sur la liste des contractuels. Donc, il n'y a aucun document. Il y a des retraités aussi. Il y a des retraités qui sont non seulement physiquement peut-être fatigués, qui sont au village, mais qui sont pris par les villageois en tant que contractuels. Mais lorsqu'on a parlé du recrutement des contractuels, et ils ont écrit aussi leur nom sur la liste. Donc, comment... Ça veut dire que ceux qui avaient les faux diplômes... Ceux qui avaient les faux diplômes sont sur la liste. Ça sont sur la liste. Ceux qui étaient retraités et qui ont été recrutés par la communauté sont également sur la liste. Sur la liste. Ceux qu'on a pris parce qu'ils se débrouillaient au village et qu'on a pris comme enseignants. Enseignants et qui n'ont pas de diplôme. Qui n'ont pas de diplôme sont également sur la liste. Ouf, là, ça fait beaucoup de problèmes. Cela veut dire que si aujourd'hui nous disons qu'il faut engager sur la base de la liste, je pense que ça sera un peu difficile. C'est pourquoi moi, je voudrais faire cette proposition. J'aimerais qu'on cherche d'abord à engager, n'est-ce pas, ces contractuels, c'est-à-dire qu'on leur attribue le numéro matricule, parce qu'aujourd'hui, aucun contractuel ne peut vous présenter son numéro matricule. Et quand on va sur le terrain pour les payer, voici comment on les identifie. Quand un contractuel vient, si on veut savoir effectivement que c'est lui, on lui demande son numéro de téléphone. Quel est votre numéro de téléphone? Si vous dites votre numéro de téléphone, on sait savoir si réellement c'est vous. Alors que tous les contractuels qu'on a engagés à la fonction publique... Donc, en fait, on est encore à l'âge de la préhistoire. Tous les contractuels qu'on a engagés à la fonction publique ici en Guinée, je pense que ces contractuels-là avaient un numéro matricule. Et effectivement, à l'époque, oui. À l'époque, ils avaient un numéro matricule national. C'est ce numéro matricule qui permettra à l'État d'identifier tous les contractuels. Ça, c'est le premier travail. Le deuxième travail, je pense qu'il faut payer les contractuels. Parce que ça fait il faut payer les contractuels. Non, ce n'est pas 6 mois, c'est 9 mois. C'est 9 mois. Parce que dans le contrat, c'est un contrat d'1 an. Et tout le monde sait qu'un an... les périodes de vacances sont prises en charge. Non, quand on dit contrat d'1 an, tout le monde connaît ce qu'on appelle un. Un an, c'est 12 mois. Donc, il faut leur payer les 12 mois. Mais est-ce que les contractuels et ils n'ont eu que 2 mois ont une lecture identique de cette temporalité-là? Est-ce que c'est une année académique ou une année... Je pense qu'ils n'ont eu que 3 mois, il leur reste 9 mois. Mais quand on paye aujourd'hui ces 9 mois-là, 20 000, ça fait 20 000 personnes, c'est 9 mois, je pense que ça peut aller jusqu'à 100...
60 et quelques milliards. Oui. L'État doit payer ça avant l'ouverture. Je pense que si l'État ne payait pas ce montant avant l'ouverture, les conditions scolaires seront perturbées. Ça, notamment à l'intérieur du pays. Notamment à l'intérieur du pays. Donc, il serait important de payer ce montant-là avant l'ouverture. Et après, en ce qui concerne maintenant le concours, parce que certains disent qu'il faut les soumettre à un concours, etc. Mais Guillaume est catégorique. Hein? Il a dit que ce n'est pas parce qu'il y a un besoin d'enseignants qu'il va recruter n'importe qui. Son langage, il a été assez dur d'ailleurs. Oui, mais vous savez, le concours, moi j'ai toujours dit que je suis contre le concours dans deux domaines. C'est-à-dire qu'au niveau de la santé et au niveau de l'éducation. Le concours, c'est 2 heures. Si c'est trop, c'est 4 heures. 2 heures de spécialité et 2 heures de culture générale. Mais si vous dites qu'après ce concours-là, dans une salle fermée, automatiquement, et le candidat est enseignant, je pense que ça pose problème. Oui, parce mais qu'on ne sait pas si réellement, on ne sait pas si réellement si c'est le candidat lui-même qui a fait le concours. S'il n'y a pas eu de substitution, ça, cette question-là, on va se poser. Les concours, hein, les concours, c'est ça. Mais lorsque on engage un contractuel, il fait au moins 1 an, 2 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans en situation de classe. Pendant 7 ans, on n'a pas découvert qu'il est mauvais enseignant. On n'a pas découvert qu'il est mauvais. On n'a pas découvert qu'il n'a pas de qualification académique. Et les inspecteurs les ont évalués. Ils ont été inspectés. Sur le terrain. Et les résultats ont été validés. Ceux qui n'étaient pas à la hauteur, je pense, ont été remplacés. Mais pourquoi aujourd'hui demander, n'est-ce pas, à ce que ces contracteurs-là soient soumis au concours? Alors que le contrat est clair. Le contrat dit que l'évaluation se fera par, n'est-ce pas, les DP et les DCI. Mais ces évaluations ont été faites avant. Les premières évaluations ont été faites. Les évaluations ont déjà été faites. Mais la question que nous nous posons aujourd'hui est de savoir, comme la question, je pense qu'on a répondu à la question, ils seront engagés en tant qu'enseignants communautaires ou bien ils seront engagés en tant que fonctionnaires locaux ou ils seront engagés au compte de la fonction publique au ministère de la parce que si vous écoutez l'intervention du ministre, le ministre a demandé par exemple à ce que les recrutements se fassent de façon locale. Parce que lorsque Banou était en poste, le problème s'était posé. Il a dit que l'éducation est le salon de la fonction publique. Tout le monde rentre par l'enseignement et après se disperse dans d'autres départements. Ce qui faisait qu'on recrutait beaucoup d'enseignants, mais beaucoup ne se retrouvaient pas dans la salle de classe. Ça, c'est un. De deux, certains étaient envoyés à l'intérieur du pays et refusaient de partir et préféraient rester à Conakry. Donc, on a demandé que le recrutement soit fait de façon locale par rapport aux besoins locaux. Vous postulez dans votre localité, dans la localité où vous voulez servir. Vous y êtes recruté là-bas et vous servez là-bas. Certains contractuels qui nous écoutent là vont dire que nous avons dit ici que certains sont des retraités comme ça. Moi, je voudrais qu'ils sachent une chose. Oui, mais quand on dit notre objectif, je voudrais qu'ils sachent une chose. Nous sommes en train de les aider. Si aujourd'hui on nous présente une liste de 23 000, alors que si on examine, on fouille, est-ce qu'on aura même 10 000? Est-ce qu'on aura même 15 000? Il faut qu'on décante la liste pour que, n'est-ce pas, la tâche soit facile. Si aujourd'hui l'État se propose d'engager 20 000 personnes à la fois, est-ce qu'on a une fois vu ça? Est-ce que l'État même a les moyens d'engager plus de 20 000 personnes? Les 9 mois ce que nous voulons, c'est quoi? Ce que nous voulons, c'est quoi? Notre mission, c'est de faire en sorte que les vrais contractuels qui sont en situation de classe soient engagés. Mais nous ne voulons pas que les fictifs se retrouvent sur la liste. Parce qu'il ne faut pas que les fictifs se retrouvent sur la liste. Il faudrait alors qu'il y ait une inspection sur le terrain, que les inspecteurs partent en classe, ceux qui sont en situation de classe, on les identifie. Là, en ce moment, ils pourront être soumis au concours. Mais le concours, là, je pense qu'il est déjà fait à partir du moment où un seul cours préparé est plus qu'un concours. Et surtout parce que dans la salle, il y a 2 inspecteurs. Dans la salle, il y a 2 inspecteurs. L'inspecteur est là pour, n'est-ce pas, observer comment l'enseignant enseigne. Il y a aussi des élèves. Même si l'inspecteur valide, n'est-ce pas, le cours donné par l'enseignant, les élèves, s'ils ne comprennent pas, ils pourront dire que nous ne comprenons pas. Ils pourront créer problème. Donc c'est le premier inspecteur en fait. Ça, c'est le premier inspecteur. Si maintenant, là, n'est-ce pas, et cela est validé par l'inspecteur et les élèves, pourquoi alors soumettre la même personne à un concours après avoir fait plus de 13 ans en situation de classe? Pour vous, c'est de la mauvaise foi de la part de l'État. Je vous dis que certains ont commencé à enseigner il y a 13 ans. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'avant 2016, les contractuels qui ont été engagés à la fonction publique suite à la grève lancée par le SLEG. Maintenant, même vous allez retenir cet élément. On pourra revenir là-dessus. Il n'y a pas de problème. Mais Maomi va parler, l'ex-polémiste. Hein. On va vous ramener le matin encore. Oui, allons-y. Voilà, sur cette question des contractuels, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui nourrissent cette crise-là entre le département et ses 10 contractuels. Il y a d'abord, je voudrais évoquer le sens de la loi L027 de 2019. Sur le recrutement à la fonction publique.
portant statut général des agents publics de l'État. Voilà, c'est une loi qui est séquencée. Il y a des dispositions qui sont spécifiques aux contractuels, d'autres sont spécifiques aux fonctionnaires, ainsi de suite. Les téléspectateurs vous écoutent, oui. Maintenant, pour ce qui est, puisque nous parlons de l'accès à l'emploi public, à la fonction publique, il y a quand même l'article 17 de cette loi qui est clair. Le mode d'accès par excellence, idéal, qui répond aux exigences démocratiques, c'est bien le concours. Et c'est ce qui est repris dans l'article 17 de cette loi-là. Sauf qu'il y a des exceptions auxquelles on peut recourir. Hein. Maintenant, quand est-ce, par exemple, de façon générale, quand est-ce qu'on peut déroger au procédé de concours? C'est lorsque le nombre de candidats est inférieur au nombre de postes à pourvoir. Généralement, c'est le cas ici, hein? Généralement, parce que là, le ministre parle de 2000, pardon, à peu près 2000. C'est le contraire, hein, c'est 23 000. Hein. Voilà. Et il y a 20 000 postes à pourvoir. Voilà. Donc, je disais, on procède le concours lorsque le nombre de candidats est supérieur. Ça, c'est l'ancienne loi, mais la nouvelle loi ne reconnaît pas ça. S'il vous plaît, lorsque vous lisez l'article 17, premier alinéa, deuxième alinéa, vous comprendrez, il y a quand même la possibilité de déroger au processus de concours. La nouvelle loi 2019 n'autorise pas ça. C'est le concours. Mais l'ancienne loi... J'insiste encore là-dessus. L'ancienne loi, la loi L021 et L028 de 2001 était plus claire. Et dans la nouvelle loi, lorsque vous lisez l'article 17, le procédé d'accès à la fonction publique, c'est bien le concours. Mais sauf qu'on peut déroger à ce principe-là. Les conditions sont... Voilà, il y a des exceptions. Et maintenant, de façon générale, on n'a pas besoin de recourir à une loi. C'est que le principe général, c'est quoi? On peut bypasser le concours lorsque le nombre de candidats est inférieur au nombre de postes à pourvoir. Et le cas d'espèce, je crois qu'il y a toutes les conditions, il y a tous les éléments ici qui sont réunis pour ne pas forcément passer par le concours. Parce que oui, mais là, le nombre de candidats est plus élevé, à moins qu'on le décante. Aujourd'hui, nous avons reçu, on n'est pas gelé de cette saison des vacances, nous avons reçu M. Alcine Mamiti Camara, qui nous a fait savoir que... coordinateur national des très bien, le nombre des contractuels aujourd'hui fait 18 741, excepté ceux de Conakry. Excepté ceux de Conakry. Et les omis 12 200 et quelques. Bon, ça, je tiens cette... Moi, j'ai fait... Non, vous savez, il y a ceux qui sont à l'intérieur, il y a ceux qui sont à Conakry, et il y a les cas d'omission. Je corrobore en quelque sorte avec les statistiques que le doyen a présentées. Je dis bien 18 741, excepté ceux de Conakry. Donc, ça veut dire que si l'on rajoute ceux de Conakry, ça peut nous avoir un nombre de 3 000 et quelques. Voilà. Maintenant, pour les retraités quand même qui retombent dans cet effectif des contractuels, c'est simple. Il y a quand même pour accéder à la fonction publique des conditions qu'il faut remplir. Je pense qu'en allant sur la base de ces conditions-là, voilà, on se rendra compte que qui joue au faux et qui joue au vrai. Non, mais moi je pense que d'ailleurs, est-ce que vous ne pensez pas qu'à ce niveau, l'État, par exemple, peut faire un contrat spécial pour ces retraités-là? Parce que vous savez, c'est aussi possible. Ces localités se retrouvent souvent dans des situations où il n'y a pas d'enseignants du tout et personne ne veut aller dans ces localités. Oui, il y a plusieurs enseignants qui... Il est la seule solution en fait. Il y a quand même plusieurs enseignants. J'ai eu quand même la chance de faire quelques enquêtes au compte de la Banque mondiale, les filets socioproductifs. J'ai rencontré qu'il y a plusieurs enseignants, par exemple, qui tiennent des classes multigrades. Un seul enseignant qui a 2 ou 3 classes, c'est fatigant et je me pose la question de savoir comment on peut vraiment avoir de bons résultats lorsqu'on évolue dans ce genre de conditions, lorsqu'on est dans ce genre de conditions de travail. Donc encore, je suis d'accord avec vous que ces retraités qui ont encore l'amour de revenir en classe peuvent réintégrer en tant que contractuels, mais pas en tant que fonctionnaires. Même que la seule solution de la localité. Parce que là, quand on est fonctionnaire, il y a des exigences face auxquelles l'État peut justement, qu'on leur fasse un contrat spécial, moi je pense que c'est une solution. Je suis d'accord avec vous. Voilà, et ça pourra décanter la liste et on aura peut-être moins de postes, on aura moins de candidats à la fonction publique et cela on pourra les engager directement comme l'exception que vous avez soulevée tout de suite avec la loi 027, je crois bien. Barry, alias le professeur. Oui, voilà, j'ai quelque chose à dire. Je m'accorde d'ailleurs avec ce que M. le doyen dit. En fait, c'est très facile. La meilleure façon, on sait tous. Et puis, attendez, arrêtez souvent de dire en Valiconde le doyen. Les gens n'aiment pas trop vieillir dans ce pays. Hein. Faut pas vieillir. Par rapport à moi, c'est mon doyen, quoi. Voilà, c'est dans le cadre de l'ancienneté, dans le métier. Exactement. Le chapeau de combat qui porte aussi. Exactement. On sait tous que le principe voudrait qu'on organise un concours pour accéder à la fonction publique. Mais c'est contractuel, c'est très facile. Il suffit juste d'aller faire un constat de visu, aller diligenter une inspection dans les classes, voir comment ils enseignent. Est-ce que réellement c'est bon, la préparation elle est bonne? Est-ce que l'assimilation passe auprès des élèves? C'est aussi simple que de dire
il faut les soumettre à un concours. Tout ça, ça prend du Maintenant, temps. attends, Le d'ailleurs, concours je demande crois, de Barry, l'argent. déjà, je vais peut-être vous aider un peu. Oui. Déjà, il y a eu cette évaluation-là qui a été faite. Maintenant, s'il y a des impairs, parce qu'il y a des formables, des non formables et autres, Oui. s'il y a des impairs, si l'État avait peut-être la bonne volonté, Oui. est-ce que ces vacances-là n'auraient même pas été une belle Voilà, on opportunité allait mettre cette occasion de les mettre en formation, les attacher à l'ISEC par exemple, il y a des formateurs. Voilà. Je suis d'accord. Je suis bien d'accord avec ce que vous dites. Oui, monsieur Alpha Amadou. Justement, je voulais aussi abonder dans le même sens. Nous avons régulièrement, constamment, au fil des années, été soumis à ce problème de contractuel. Là. Je pense que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. À chaque fois, nous avons toujours le même problème avec ces contractuels-là. Donc, je crois que il revient simplement à l'État de faire simplement preuve d'un peu de bonne foi en prenant des mesures vraiment drastiques pour endiguer. On ne peut pas dire que on peut effacer d'un trait tous les problèmes qui sont liés aux contractuels en une seule année. Cependant, vu que ce sont des problèmes qui sont tout à fait récurrents. Et surtout que le besoin d'enseignants, il est là. Et à Conakry et à l'intérieur du pays, ça ne se dit même pas. Donc, vous vous souviendrez, l'année dernière, l'année académique dernière, on était à Kouroussa. Et nous savons les témoignages que les enfants nous ont rendus. Lorsqu'on a dit aux enfants, mais pourquoi est-ce que votre préfecture a fait le plus mauvais score l'année dernière, ils nous ont carrément dit, ben monsieur, soit on n'a pas d'enseignants, soit ils sont là, mais ils ne viennent pas régulièrement. Parce que l'accusation qui avait été faite, c'est la mine a fini de tuer l'école. Ils disent, monsieur, comment pouvons-nous venir à l'école quand les enseignants eux-mêmes ne sont pas là ou quand les enseignants sont occupés à autre chose. Donc le besoin, il est là et il est criard. Voilà. Monsieur Alpha, vous pouvez continuer. Donc, vraiment, sur cette question, c'est ce que je voudrais dire. Donc, pour vous, dire. c'est de la mauvaise foi de la part de l'État. Il faudrait vraiment que l'État puisse prendre des dispositions idoines pour éradiquer, ne serait-ce qu'à 80%, à 70 ou 80%, ce problème de contrat. Mais je pense même que nos chroniqueurs ont proposé ici des solutions. Moi, je pense que déjà, les retraités, on peut avoir un contrat spécial pour les retraités. Je crois bien déjà. Il y a des localités où il y a vraiment criard. On peut déjà organiser des sessions de formation, de remise à niveau pour certains et les reprendre. Et pas après, récupérer les autres. Mais je ne sais pas si vous avez lu le contrat que les contractuels ont signé avec le ministère de l'administration du territoire. Est-ce que vous avez eu la chance de lire? J'avais vu le contrat. Je vais vous parler de l'article 2, l'article 4, l'article 6, l'article 8 et l'article 9 de ce contrat. Oui. Puisqu'il a été dit, il est dit que l'article 2, la durée d'exécution du présent contrat est d'1 an et renouvelable. Ça veut dire que l'État doit leur payer 12 mois. Ça, c'est clair. L'article 4. Mais est-ce que les contractants ont compris le contrat de la même façon? Oui, ont compris, ont signé, parce que ça a été signé. Et ils ont fait en 3 exemplaires. L'article 4 nous dit que la rémunération, c'est-à-dire qu'au niveau de la rémunération, ils n'ont pas fixé le montant. Aucun contractuel ne va vous dire que quand il signait, qu'on avait fixé le montant. On a laissé l'espace. On a laissé une marge. Donc, c'est après, ils ont mais moi, j'ai entendu déjà dès le début. Non, ça c'est après. C'est après, c'est à posteriori. Après, on a signé, on a laissé la partie. Alors que cela veut dire que tu sois consentant ou pas, tu as déjà signé. Tu as déjà signé. Même si on te remet à la fin du mois 50 000 francs. Aucun contractuel ne va vous dire qu'il connaissait ce qu'il devait percevoir avant la signature. Ils ont signé sans connaître le montant. Oh là là. Ça, c'est au niveau de l'article 4. L'article 6. Donc, déjà, dans le contrat, les choses étaient biaisées. On n'est pas juriste, c'est les juristes. Je parle sur le contrôle. Celui qui se noie là, même si tu lui tends tout n'a pas été couteau, clair. il va prendre. Mais est-ce qu'ils n'ont pas été un peu naïfs, les contractuels? Non, ils n'ont pas été naïfs. Ils souffrent. Les gens souffrent dans ce pays-là, comme vous le savez. Celui qui se noie, quand tu lui tends même le couteau, il va prendre, même s'il se blesse. C'est après, il se rendra compte que c'est le couteau qu'on lui a tendu. C'est ça le contractuel. L'article 6. Est-ce que ne se pose pas aussi le problème de mésentente entre ces contractuels? Non, il n'y a pas ce problème-là pour le moment. Non, en tout cas, c'est l'union sacrée actuellement dans le mouvement syndical. J'ai rencontré beaucoup qui étaient à couteau tiré. Aujourd'hui, l'article 6 nous dit que le paiement sera mensuel, c'est-à-dire après chaque mois, l'État paye, à la fin de chaque mois, l'État paye, n'est-ce pas, 1 million. Plus tard, le 5 du début de chaque mois. Mais est-ce que ce million, il n'avait pas été dit dans le premier contrat? Mais ça a été dit dans le contrat, l'article 6. Donc, au début de chaque mois, 1 million, n'est-ce pas, est payé à tous les contractuels. Mais cela n'a pas été respecté. Les contractuels ont fait combien de mois sans être payés? Environ 9 mois. C'est-à-dire que l'État doit aux contractuels aujourd'hui 9 mois. Certains même sont décédés à l'intérieur du pays. Maintenant, au niveau de l'article 8,
Il a dit que quand il y a un différend entre les contractuels et l'État, si on ne trouve pas la solution, les contractuels peuvent porter plainte contre l'État, comme l'État aussi peut porter plainte contre les contractuels. C'est pourquoi c'est le bon moment pour les contractuels de chercher à voir. S'ils ne trouvent pas solution au problème, nous sommes dans un état de droit. Ils peuvent, n'est-ce pas, trouver un avocat qui puisse aller, n'est-ce pas, les conduire devant les juridictions. Et je pense même d'ailleurs que les avocats qui nous écoutent d'ailleurs seront prêts à les défendre. Même à les défendre, parce que c'est dit dans le contrat, c'est clairement dit. Oui. Au lieu de descendre dans les rues, au lieu de casser, au lieu de faire ceci, cela, je pense que ça n'honore pas. Avant tout, il s'agit de l'éducation. Parce que si un enseignant va se faire tabasser dans ce genre de conditions, ça ou bien on gaze les enseignants dans la rue, ça n'est pas normal. Mais s'il est prévu, n'est-ce pas, d'envoyer le problème devant nos juridictions, je pense que les contractuels pourront s'inscrire dans cette logique-là. Et l'État pourrait payer. Donc, Alceni Mabinti Kamara, s'il m'écoute, et les contracteurs également, si vous écoutez Alceni Mabinti Kamara, coordinateur, je pense que M. Mbalu Kone vous donne une piste de solution. Si l'État ne s'exécute pas, ils pourront porter plainte contre l'État. Voilà, donc, maintenant, et l'article 9 nous dit que le contrôle est effectué par DPE et DCE. Mais ce que je n'ai pas compris dans le contrat, on dit DPE et DCE, alors qu'aucun contractuel n'a été engagé à Conakry. Parce que les DCE ne se trouvent qu'à Conakry. Alors que dans le contrat, le contrat, on lit DCE. Pourquoi on a écrit DCE alors qu'ils n'ont engagé aucun contractuel à Conakry, alors qu'on ne trouve DCE qu'à Conakry? Mais est-ce que ce n'est pas une solution la solution de l'intérieur du pays? Est-ce que ça n'a pas été une solution de dernière minute en fait? C'est-à-dire que le contrat peut-être au début avait été conçu pour tous les contractuels de la Guinée. Et à la dernière minute, on s'est rendu compte que la situation était en train de se dégrader à l'intérieur du pays. Il fallait rapidement acheminer les contractuels vers Maintenant, pour terminer, voici la proposition que moi je voudrais faire à l'État. La première proposition, on doit attribuer un numéro matricule à tous les contractuels. Ça, c'est la première condition. Maintenant, il ne faudrait pas qu'on pense qu'une fois qu'on attribue un numéro matricule à une personne, que l'intéressé est engagé directement dans la fonction publique. Non, c'est un moyen pour nous de les identifier. Ça, c'est le premier, c'est ce que l'État doit faire en première position. En deuxième position, il serait important de payer les 9 mois. Parce que si on ne paye pas les 9 mois, ce qui va se passer, c'est que les contractuels seront obligés de demander les primes des jeunes. Parce qu'ils n'ont pas payé ça. Alors qu'on doit payer les primes des jeunes. J'entends par prime des jeunes, c'est que en fonction de l'éloignement, parce qu'il a été dit de payer ça à tous les, n'est-ce pas, les enseignants. Ça, c'était en 2009. C'est un protocole qui a été signé entre le gouvernement et les syndicalistes. C'est ceux qui enseignent, par exemple, dans les régions, par exemple à Kindia, centre, et ils doivent avoir 600 000. Ceux qui enseignent, n'est-ce pas, dans les préfectures, et ils doivent avoir 750 000. Ceux qui enseignent dans les sous-préfectures, et ils doivent avoir environ 1 million. Ceux qui enseignent dans les districts, et ils doivent avoir 1,3 million. Et il faut respecter cela. Cela veut dire qu'on ne doit pas payer seulement 1 million au contractuel. On ne doit pas payer seulement le salaire, mais il faut tenir compte aussi de ces primes de 9 mois. Ça veut dire que chaque contractuel, non seulement doit demander 1 million, mais aussi prime. Il doit aussi demander prime d'éloignement, prime de zone. Il faudrait que le contractuel, ceux qui sont dans les districts, et ils doivent avoir 2,3 millions. Ce n'est pas moi qui le dis. N'est-ce pas? C'est le protocole d'accord qui le dit. Ça veut dire que si on fait ce calcul-là, par exemple, celui qui devrait percevoir, n'est-ce pas, 9 mois, il doit s'attendre alors à chaque fin de mois 2,3 millions. C'est ça la vérité. 1 million, conformément au contrat qui a été signé. 1,3 million s'il est dans les districts pour la prime de loyer. Donc 2,3 millions fois 9, ça fait combien? Ça fait environ 20 millions et quelques. Je pense que chaque contractuel doit s'attendre à ça. Ceux qui sont surtout dans les districts. Maintenant, si l'État veut, n'est-ce pas, trouver solution à ça, il serait important pour l'État de payer les 9 mois à la fois. D'abord, parce que la plupart sont surendettés. Si l'État paye ces 9 mois-là, chaque contracteur voit 9 mois, cela peut-être va les amener à oublier ces primes. C'est-à-dire, quand ils vont boycotter l'ouverture, s'ils parviennent, n'est-ce pas, à boycotter l'ouverture, ils vont poser assez de conditions. Parce qu'il y a un risque la première condition qu'ils vont poser d'abord, c'est quoi? Ils vont demander l'engagement direct de tous les contractuels, sinon les cours ne seront pas repris. Deuxièmement, ils vont exiger le paiement, n'est-ce pas, de 9 mois, et ils vont aussi exiger le paiement aussi de ces primes. Donc on va gonfler le problème, c'est-à-dire on va agrandir le problème pour ne rien. Donc pour trouver solution à ça, je pense qu'il serait important pour l'État de faire face aux vrais problèmes qui se posent actuellement. On paye les 9 mois, on attribue le numéro matricule à tous les contractuels. À l'ouverture, on fait descendre les inspecteurs sur le terrain d'aller évaluer, n'est-ce pas, l'effectivité, n'est-ce pas, et les activités des contracteurs sur le terrain. Mais si on ne le fait pas aujourd'hui, je pense que l'ouverture sera boycottée.
Donc il y a un Et gros risque. si l'ouverture est boycottée, nous sommes dans un pays où on récupère. Les politiciens pourront récupérer. Tous les mouvements politiques ont été récupérés dans ce pays-là. Les businessmen. Certains sont prêts aujourd'hui à récupérer. Il y en a même qui tentent déjà à appeler les contractuels pour leur dire n'acceptez pas. Vous avez vu l'UFR qui a demandé à ce que les contractuels soient payés. Moi je me suis dit que qu'est-ce que vous cherchez sur le terrain des enseignants aussi? Alors que l'enseignement est apolitique. Mais l'enseignement aussi c'est l'affaire de tout le monde. Ceux qui touchent à l'enseignement, à l'éducation, touchent à tous les Guinéens. Qui peut dire aujourd'hui qu'il n'a pas... Facilement on va passer du cadre syndical au cadre... Qui peut dire aujourd'hui qu'il n'a pas une élève chez lui? Qui ne connaît pas, n'est-ce pas, le lundi noir que nous avons connu ici en Guinée? Quand le SLEG a organisé, n'est-ce pas, le SLEG est parti en grève, on a fait des mois sans aller en classe. Et puis il faut rappeler que ces contractuels, d'ailleurs, sont ceux-là qui ont sauvé l'année scolaire à l'époque. Très bien. Parce qu'il aurait fallu rapidement les déployer dans les écoles pour tenir les cours pendant que le SLEG avait été dans une grève intense. Nous sommes là. Moi, je vous donc dis... c'est un peu une trahison même, d'ailleurs, ils ont été utilisés, moi, je vous dis, si on ne paye pas les arriérés des contractuels, parce que ce que je vois, c'est que les contractuels que je vois là, si les contractuels se retirent, il n'y aura pas cours à l'intérieur du pays. Parce que la vérité, c'est qu'il manque plus de 20 000 enseignants à l'éducation guinéenne. Donc, M. Vali Condé, je compte, merci. C'est le temps, je sais que le débat il est très intéressant, mais le temps nous prend. On aura l'occasion de reparler encore de ces contractuels. On aura l'occasion de parler des grands défis, de parler des perspectives pour l'école guinéenne. On aura encore l'occasion d'éclairer les décideurs, d'éclairer tous les acteurs de l'éducation sur ce qu'il faut pour que notre école, une fois pour toujours, puisse grimper sur l'échelle de la réussite. Quelqu'un disait, tant vaut l'école, tant vaut la nation. Et j'espère que nos décisions l'auront compris. Et à bientôt, chers téléspectateurs. Merci pour votre...